Avec plus de 400 sites militaires répartis sur le territoire, le ministère des Armées fait partie du quotidien des Français. Au cœur des grandes agglomérations, comme dans les zones rurales, tout notre territoire est irrigué par la présence militaire. Dans ce numéro du Journal de la Défense, nous parcourrons la France. Dans le Var, en Normandie, en Alsace et dans l'Aveyron, nous irons au cœur de nos régions, à la rencontre de celles et ceux qui dynamisent les territoires. Programmes d'envergure, projets d'infrastructure, réhabilitation de sites militaires, lien avec la population, nous verrons comment l'action du ministère des Armées dynamise et pérennise la vie de nos territoires. Direction le Sud, au cœur du territoire le plus militaire de France en termes d'implantation. Connue pour son climat estival et sa façade maritime, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur compte plus de 2000 entreprises partenaires de la défense. Rassemblées autour de pôles d'excellence, allant du numérique à l'aéronautique en passant par le naval, c'est toute une région qui vit au rythme de la défense. Avec ses sous-marins, ses porte-hélicoptères amphibies et le porte-avions Charles de Gaulle, Toulon est la plus grande base navale d'Europe. Ici, le bleu de la Marine nationale se mêle au bleu de travail de dizaines d'entreprises mobilisées pour des besoins de recherche, d'innovation et d'infrastructure. C'est le cas ici, sur la frégate Le Courbet. Entré au service actif en 1997, ce bâtiment de la Marine nationale vit un moment clé de son existence. Durant de longs mois, des travaux d'envergure vont être menés pour y ajouter de nouvelles capacités. Modification de structure, changement de lanceur de missiles, remplacement du système de combat, une seconde jeunesse qui permettra au Courbet de rester à la pointe de la technologie. Pour mener à bien ces travaux, c'est tout l'intérieur de cette frégate de 125 mètres qui doit être remodelé. Frédéric est le responsable technique. Il pilote la rénovation du navire. Tous les jours, il vérifie l'avancée du chantier. Ici, il fait le tour de la frégate avec le commandant adjoint opération du bâtiment et l'industriel Naval Group qui assure la maîtrise d'œuvre du chantier. Une fois qu'il est posé, quand est-ce qu'on découpe les traverses pour finaliser la mise en position de l'hélicoptère? La finalité des travaux d'intégration, c'est pour la fin de ce mois-ci. Donc, toutes les traverses seront enlevées, qui permettra d'accueillir effectivement l'hélicoptère dans le hangar. Sur ce type de chantier, la coordination est essentielle et les points d'étape réguliers. Tous veillent au respect des délais. Au terme de 10 mois de travaux, le Courbet devrait retrouver le large à l'été 2021. Pour avoir une idée, ça n'a pas été simple parce qu'il faut tenir compte d'un environnement contraint, il faut tenir compte effectivement de la structure qui est en composite et pas en acier, il faut tenir compte des performances que l'on doit conserver au niveau du système d'armes. Donc il y a énormément de paramètres à prendre en compte et tout ça effectivement on s'appuie sur des architectes, on a un Naval Group, on fait valider bien évidemment ça par les autorités, donc non c'est pas simple. Des chantiers comme celui-ci, Frédéric en a vu beaucoup. À 15 ans, il était ouvrier sur le pont d'envol des porte-avions Foch et Clémenceau. Pour lui, la clé de la réussite d'un chantier comme le Courbet, c'est la planification. Un chantier, c'est une succession de problèmes qu'il faut régler. Pour tenir les plannings, c'est surtout notre priorité, c'est que le bateau soit opérationnel en juillet, qu'il soit utilisable par nos marins. Pendant les phases de démontage, c'était une ruche, ça bourdonnait de partout. Aujourd'hui, effectivement, nous sommes en une période un peu plus calme, mais tout est relatif. Parce que ce qu'on voit, c'est plus calme, mais à l'intérieur, ça travaille dans les ateliers, ça travaille dans les bureaux d'études, ça se reconfigure pour tenir le planning. Donc on a 250 personnes jour présentes, mais c'est tous les sites de Lorient, de Brest, de Paris, de Toulon qui travaillent pour cette rénovation. Un chantier d'envergure comme celui-ci ne peut pas se passer de savoir-faire et de compétences techniques acquises au fil des années par des prestataires historiques de la défense. C'est le cas de la société Naval Group. Sur cette frégate, l'industriel assure l'ensemble des modifications structurelles. Dans le cadre de cette modernisation d'ampleur des frégates Lafayette, il y a 3 grands domaines de transformation. On va toucher à la structure du navire avec des modifications sur la coque du bâtiment. On va remplacer le lanceur Crotale par des lanceurs Sadral. On va aussi remplacer le système de combat. Donc on voit que ça touche beaucoup de sujets à bord de ce navire et beaucoup de compétences techniques.
On va retrouver tout type de métier, on va retrouver des coquiers, hein, des charpentiers coques qui sont capables de modifier la structure du navire, de souder. On va trouver des mécaniciens, on va trouver des électriciens, des gens capables de câbler. Et puis on va aussi trouver des gens qui vont travailler sur le système de combat, sur les nouveaux logiciels et qui vont les implémenter à bord. Pour une personne qui travaille chez Naval Group à Toulon, à peu près, ça mobilise 5 personnes dans le Var ou dans la région sud en plus. On se rend compte qu'un chantier de cette ampleur-là va amener à peu près 1000 emplois directs et indirects pendant la période du chantier, c'est-à-dire sur plusieurs années, compte tenu du fait que cela concerne 3 frégates. Sur ce chantier, 250 personnes interviennent quotidiennement pour Naval Group, dont une trentaine de sous-traitants. Parmi eux, des entreprises qui, à première vue, n'ont aucun rapport avec le monde de la défense, à l'image de cette entreprise d'échafaudage fondée en 1875. Pourquoi la défense, elle vous donne du travail? Elle nous donne du travail en permanence. Et depuis des années, comme on intervient sur tous les bateaux de la marine française, et aussi bien les bateaux, les sous-marins, partout. Au fil des travaux, cette entreprise doit installer, démonter et remonter ses tours d'échafaudage. Sur le Courbet, c'est 110 tonnes de matériel qu'il a fallu installer, soit l'équivalent d'une tour de 40 étages. Compagnon du devoir, Claude n'en est pas à sa première expérience avec le monde militaire. Donc tu remets l'entrave et puis tu le... Qu'est-ce que font vos équipes là, Claude? Là, on a monté un petit plancher d'échafaudage pour des travaux de coque. Donc on utilise l'échelle existante pour descendre directement sur l'échafaudage. Et ça, des petites interventions comme ça, c'est courant? C'est très fréquent. Très fréquent. Vous adaptez en permanence en fait. Tout le temps, par rapport à l'environnement. Ok, c'est vert. Si pour lui, chaque chantier est unique, la contrainte majeure reste la même. Mener sa mission sans nuire à celle des autres sous-traitants. Car il faut permettre la continuité des opérations tout en assurant la sécurité des agents. Et tu voulais pas la mettre plutôt dans l'autre sens, l'échelle? Il voulait la mettre comme ça. Ouais, mais bon, ça, quand les mecs vont monter, ils vont peut-être se faire mal, quoi. En parallèle, différentes opérations sont menées comme ici, cette soudure de coque sur mesure. Ils y arrivent? Ça va, ouais. En fait, la brèche, elle rentre trop. On a mis les taquets pour la faire sortir. Et... là, ouais, il y a un côté où il faudra chauffer et la faire revenir. Celle où elle est enfoncée? Ouais, c'est ça. Opérateur tuyauteur à ses débuts, il y a 28 ans, Grégory est aujourd'hui chef de chantier au sein d'une entreprise locale spécialisée dans la réparation et la rénovation de navires de surface, la Fosélève Marine. Sur ce chantier, 17 opérateurs de cette entreprise interviennent pour des renforcements de bordées et des installations de nouveaux blocs. C'est à partir de là que ça va commencer à être compliqué à descendre. Parce que là, c'est quoi l'opération qui est en train de... Là en bas, ils sont en train de souder des supports pour le lestage, pour lester le bateau en fait. Nous, en vrai hausse, mettre de la hauteur, après ils vont imbriquer plein de lest en plomb, en acier et tout. On a fabriqué des pièces à l'atelier, là on les met à bord et on est en train de les accoster et de les souder. C'est pour ça, comme vous disiez, c'est la coactivité. Nous, on travaille là, il n'y a qu'une échappée, mais il y a des gens qui travaillent sur les côtés. Donc c'est pour ça qu'on est obligé d'aménager les plages de travail, que nous, on travaille l'après-midi, les autres le matin. C'est compliqué. Grégory fait partie des 50 personnes qui travaillent à 4 km de là, dans cette entreprise de chaudronnerie. Gilles accompagne 300 entreprises comme celle-ci dans la région. Ce collaborateur du ministère des Armées est l'interlocuteur privilégié de ces PME qui collaborent toute l'année avec la Défense. Allô, Patrick? Oui, c'est moi, c'est Gilles, là. Je suis devant Fosélève. Et où est-ce qu'on se rejoint? À l'atelier, bon, d'accord. Donc là, nous sommes dans les ateliers de Fosélève Marine, hein, qui est une entreprise très importante pour la rénovation des bateaux militaires. C'est une entreprise civile et que je vois tous les ans d'habitude, mais là, tous les 6 mois avec la crise, parce que on a une attention particulière sur ce qu'elle fait et où elle en est dans ses activités. Comment ça va, Patrick? Bien, depuis la dernière fois, depuis 6 mois, on ne s'est pas vu. On avait évoqué un petit peu les maintenances des frégates type Lafayette. Il y a quand même eu un marché cadre de 4 ans sur ces opérations-là. Et que pour nous, c'est quand même vachement sécurisant. Tu imagines d'avoir un peu cette visibilité-là. C'est vrai que 4 ans de contrat, dans les temps qui courent, c'est quand même assez fabuleux. Ça permet de donner de la visibilité, de faire des investissements, de former les personnes. Il y a encore 15 intérimaires aujourd'hui. Donc moi, je considère que le Covid, c'est un drame. Alors sanitaire, c'est évident. Mais sur l'aspect purement économique, pour l'instant, j'estime avoir été quand même pas mal privilégié en étant dans ce secteur de la défense. C'est mon rôle aujourd'hui de contribuer à la résilience de ce tissu économique, hein,
Vraiment, nous voulons que l'écosystème d'économie de défense soit sain, avec des PME, que je suis tout particulièrement. Donc, dès qu'elles ont un problème, je veux le savoir tout de suite pour pouvoir réagir. On a des outils au ministère des Armées et au ministère de l'Économie. C'est pour ça que j'ai ces 2 casquettes, pour les aider à surmonter ce passage difficile. Parce qu'on ne veut pas qu'une de ces entreprises tombe. Ça voudrait dire qu'un jour, une de nos frégates ne pourra plus fonctionner. Donc ça, il est hors de question de laisser passer ça. Si la région Provence-Alpes-Côte d'Azur constitue la 2e région de France en termes d'économie de défense, il y a d'autres territoires dynamisés par les besoins du ministère des Armées. En Normandie, la base aérienne 105 d'Évreux est le premier employeur du département de l'Eure. Implantée depuis plus d'1 siècle à 7 km d'Évreux, cette base aérienne était dans les années 60 une base de l'OTAN, avec plus de 6000 Américains et près de 80 avions de transport. Aujourd'hui, elle compte environ 2000 aviateurs français. 2021 sera une année charnière pour la base. Elle accueillera l'escadron franco-allemand de transport tactique C-130J. Cet escadron binational est une première en Europe. D'ici à 2023, il sera composé de 10 aéronefs qui remplaceront progressivement les mythiques C-160 Transal. Au total, ce sont 260 militaires français et allemands qui viendront gonfler les rangs de la base aérienne normande. C'est un enjeu majeur avec 15% d'effectifs supplémentaires sur la base aérienne. Ces effectifs, il faut à la fois les intégrer en termes d'infrastructures, d'où les chantiers que vous voyez derrière moi, chantiers qui concernent l'escadron lui-même, mais également l'hébergement, la capacité administrative, donc un ensemble de bâtiments qui vont être reconstruits. C'est également tous les fonctionnements, l'intégration de moyens de systèmes d'information et de communication des 2 nations qu'il faut rendre compatibles et protéger, bien sûr. C'est également la vie au quotidien, la restauration par exemple, qui doit prendre en compte ces 15% de militaires supplémentaires. Pour embrasser ce nouveau destin, la base aérienne change de visage. Depuis 2019, des travaux d'envergure ont été engagés. Bâtiments de commandement, parking avions, centres d'instruction et simulateurs sont en cours de construction. Et pour cela, des entreprises locales sont sollicitées comme la société Selten. Depuis 35 ans, cette entreprise de sellerie fabrique des bâches sur mesure et des tapisseries d'ameublement. Sur le chantier, elle réalise la façade de 1000 m² du futur bâtiment de commandement de l'escadron franco-allemand. Alors là, nous sommes en train de préparer un gros chantier pour la base d'Évreux. Vous voyez ici les plans d'ensemble de la base. Et sur le bâtiment que vous voyez ici, nous allons créer une façade textile un petit peu déportée du bâtiment, environ 1 mètre du bâtiment. Façade qui est constituée en fait de toile, une toile PVC enduite. Alors, la base aérienne nous a choisis parce qu'on est implanté localement et nous avons pu apporter des solutions techniques qui ont séduit notre client, plus une expérience de 35 ans qui fait qu'aujourd'hui, on est assez reconnu dans ce métier-là. Bon, Meryl, à tout à l'heure, je vais à la base aérienne. Le chantier de la base aérienne a été confié à plusieurs sociétés. Pour toutes, une opportunité en pleine crise sanitaire. Montant de la commande, 56 millions d'euros. Donc il a fallu qu'on écarte également la charpente de la façade. À cette réunion, Rémi représente le ministère des Armées. Il est conducteur d'opération au service d'infrastructures de la Défense qui assure la maîtrise d'ouvrage déléguée de ce chantier d'envergure. Le ministère des Armées, c'est le premier propriétaire foncier de l'État et il doit s'adapter en permanence pour accomplir ses différentes missions. Donc il a un besoin très important en matière d'infrastructure. Pour exemple, en 2019, le montant total des engagements de contrats apportés par le SID a atteint 2 milliards d'euros. Donc le SID est un acteur majeur pour l'activité économique et l'emploi. Et c'est effectivement les entreprises locales du BTP qui en bénéficient le plus. Mais pour accueillir 260 militaires français et allemands, les constructions d'infrastructures ne suffisent pas. Logement, éducation, travail des conjoints, il faut penser à tout. Ici, dans la mairie d'Évreux, ce militaire allemand dispose d'un bureau. Sa mission, organiser l'arrivée des familles allemandes à Évreux. Ce matin, il s'entretient en visioconférence pour faire un point d'étape avec l'Allemagne. Qu'est-ce que vous venez de faire, là, Major? Moi, je fais... ça, c'était mon lieutenant. Elle est responsable pour le personnel qu'elle va revenir ici aussi, en France. Maintenant, elle a préparé une liste avec tous les soldats qui vont venir avril, mai, août et octobre. Oui, j'ai eu un bureau à la mairie.
Et moi, je trouve ça formidable parce que maintenant, je peux beaucoup travailler avec la mairie pour accueillir les familles. Bonjour Major, comment allez-vous? Ça va bien? Tout va bien? Moi, mon rôle ici, c'est préparer toutes les choses. Comment ça marche avec les logements, comment ça marche pour ouvrir un compte à la banque, faire un contrat avec l'électrique, Internet, gaz, eau, tout ça. On prépare déjà la liste pour les élèves qui vont rentrer dans l'école. Et nous, on a commencé les cours d'allemand et les cours d'anglais pour les commerçants. L'arrivée de cet escadron franco-allemand, d'abord c'est une belle image pour Évreux. L'arrivée de cet escadron va permettre de mieux situer Évreux sur la carte, va donner envie aux gens de venir et passer un week-end, va donner envie aussi, j'espère, aux Allemands de venir faire du tourisme sur ce secteur. C'est aussi 1 millier de personnes, femmes, enfants, militaires qui vont venir consommer à Évreux, vivre à Évreux, travailler à Évreux, amener leur famille, amener leurs amis sur Évreux. Évidemment, pour nous, c'est un enjeu énorme. Si des bases montent en puissance, d'autres ont dû fermer leurs portes. C'est le cas de la base 901 de Drakenbraun, dans la région Grand Est. Dans les galeries de l'ancienne ligne Maginot, enterrée sous le massif du Hochwald, la station radar de Drakenbraun. 24 heures sur 24, 2 escadrons de contrôleurs aériens se relaient dans cette salle d'opération pour assurer la mission de surveillance, de guidage et d'interception dans la zone aérienne de défense du nord-est de la France. Héritage de la guerre froide, cette ancienne base aérienne a été dissoute en 2015. Pour compenser les impacts économiques et démographiques de cette décision, le ministère des Armées a mis en place un dispositif d'accompagnement ambitieux, le CRSD, le contrat de redynamisation de sites de défense. Les actions de ce contrat ont pour but de redynamiser le territoire, c'est-à-dire d'y recréer de l'emploi et de l'activité localement. Délégué à l'accompagnement régional, Nicolas représente le ministère des Armées dans le Grand Est. Ce matin, il a rendez-vous avec le président de la communauté de communes du pays de Wissembourg, territoire directement impacté par la fermeture de la base aérienne. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous-même? Et toute la partie base, on est, comme vous le savez, en voie de cession à l'euro symbolique. Donc ça, oui, ça c'est en cours. Effectivement, les actes d'engagement vous ont déjà été envoyés. Voilà, les engagements d'accueil sont signés. On attend le décret de cession. Le projet Au-delà de cette cession à l'euro symbolique, la réhabilitation de Drakenbraun représente un investissement public de plus de 7 millions d'euros. On a négocié avec l'État un contrat de redynamisation pour avoir des finances, mais qui permettent de monter un projet, c'est-à-dire de faire de cette fermeture une opportunité de rebond économique pour le territoire. Sur le site de l'ancienne base, on trouvera des entreprises, des boutiques, des restaurants et même un parc aventure. Tout ceci s'intégrant dans un projet plus large autour du tourisme vert, comprenant des chemins de promenade à travers les cimes, des espaces de camping et une tour d'observation de 30 mètres de haut. L'ensemble devrait accueillir 200 000 visiteurs par an et créer 130 emplois directs. Pour l'instant, l'heure est aux démolitions. En 6 mois, 30 bâtiments ont été détruits, soit l'équivalent de 33 000 tonnes de gravats, 400 tonnes de bois et 250 tonnes de ferraille. Avec 8 contrats de redynamisation de sites de défense actuellement en cours, le ministère des Armées s'attache à accompagner les territoires au plus près des Français. Bonjour madame, comment allez-vous? Ça va et vous? Bien. Bon. Et nos commandes, est-ce que c'est prêt? Allez, je vous donne ça. Ouais. On a la chance d'avoir les légionnaires qui viennent chercher de la viennoiserie, des baguettes. Ils viennent quotidiennement. On est là depuis le mois d'août, donc après on commence à reconnaître des personnes, à pouvoir un petit peu discuter. Des fois c'est un petit peu rigolo avec la barrière de la langue pour certains, mais c'est toujours, on finit toujours par se comprendre. Et je crois qu'ils sont gourmands, ils aiment bien les viennoiseries, donc c'est très agréable. Merci madame. Merci. Vous pouvez pas trop bien. Très bien, très bien. Merci. Allez, à bientôt. Ces silhouettes de légionnaires dans les ruelles de la cavalerie font désormais partie du décor de cette petite commune de l'Aveyron de près de 1700 habitants. Vite, vite, ah ben bien. Depuis 2016,
les 3000 hectares du camp du Larzac accueillent la 13e demi-brigade de Légion étrangère, la 13e DBLE, venue des Émirats arabes unis. Cette implantation de 1300 légionnaires a donné un nouveau souffle aux entreprises et commerçants locaux. C'est le cas de Séverine. Originaire de Corse, elle a suivi son mari légionnaire affecté à la 13e DBLE et ouvert l'unique boutique de fleurs de la cavalerie. Comme il n'y avait pas de fleuriste à la cavalerie, que j'ai vu qu'il n'y avait que des commerces de bouche, j'ai voulu faire mon commerce de fleurs. Bonjour. Et je me suis installée ici grâce à la mairie de la cavalerie, qui m'a aidé à trouver un local, m'a aidé à m'installer. Sans eux, j'y serais pas arrivée. C'est de la belle rose française en plus. Quand le régiment est là, je suis à pleine turbine. Mais quand le régiment est absent, je suis au ralenti moi aussi. On a un impact direct. Et je pense que c'est beaucoup de commerçants comme ça ici. Enfin, tous les commerçants. La 13e DBLE, on en a besoin à la cavalerie. Si la petite commune profite de la présence du régiment, c'est plus largement le cas de toute la région. En seulement 2 ans, plus de 1400 emplois ont été créés, dont 90% dans le bassin de vie de Millau. Ici, dans cette boutique de sport de Millau, nous retrouvons le caporal-chef Maxime, le magasinier du foyer du régiment. Et vous avez souvent des légionnaires qui viennent dans votre boutique? Oui, souvent, ouais. Et ils viennent acheter quoi? Nous, on leur vend beaucoup de chaussures, du coup, pour pouvoir s'entraîner. Et ensuite, ouais, toute la gamme. C'est des clients fidèles? Oui, fidèles et c'est carré. C'est toujours un plaisir de les recevoir. Je vois que vous avez reçu un diplôme de la Légion étrangère. Vous pouvez me montrer, c'est quoi? C'est le témoignage de reconnaissance qui a été fait par le bureau sport. Parce qu'on a travaillé pas mal ensemble, notamment pour le cross, pour les premiers cross. Quand le régiment est revenu, en fait, ils avaient eu besoin de coupes, de trophées, comme ça, un peu au dernier moment. Je leur ai livré pile poil dans les temps. Ils étaient très contents, donc voilà. Ouais. En plus, on m'a déjà dit que c'était assez rare que de tels témoignages de reconnaissance soient faits, donc j'en suis d'autant plus ravi. Merci de votre accueil. Bonne soirée et bonne fête. Avec plaisir. Ouais, merci. Au revoir. Durand Shop, c'est un magasin qui est très bien, qui fait des bons prix pour la Légion. Donc on vient souvent ici. Allez, 1 fois par semaine, on passe en ville. Et si jamais on a besoin des trucs, on rentre. Et puis basket, tenue de sport, voilà. Ils sont contents de nous voir, nous aussi d'ailleurs. Et ça fait des bonnes relations entre nous. Si de toute évidence, les commerçants locaux bénéficient de l'implantation du régiment, des liens de proximité ont été noués avec les collectivités locales. Ce matin, l'officier supérieur adjoint du régiment, le commandant Marc-Antoine, a rendez-vous dans une annexe de la mairie. Objet de la réunion, un problème d'assainissement des eaux usées. Ces rencontres comme ça, mon commandant, elles sont fréquentes avec les collectivités locales? Elles sont très fréquentes puisque le régiment est vraiment implanté sur la commune. On n'est pas du tout centralisé ou perdu dans la campagne. Et de fait, les liens avec la mairie sont extrêmement proches depuis l'arrivée du régiment il y a 4 ans. À la vue du treillis, le maire de la cavalerie ne manque pas de saluer l'officier de ce régiment de Légion étrangère, devenu son premier administré. Ça a été une grande chance pour nous en 2015 quand il y a eu l'arrivée de la Légion. C'était un camp qui était en voie d'arrêt. Et d'un coup, ça a remis. D'ailleurs, la population a doublé. C'est une évolution exponentielle que connaît la cavalerie, que toutes les communes du monde voudraient l'avoir. Le moyen d'âge d'un régiment Légion, c'est 25 ans, donc beaucoup de jeunesse et beaucoup de jeunes mariés ou en tout cas en devenir. Et donc des familles qui vont créer une demande en crèche, une demande en école aussi de bas âge. Donc tout ça va forcément se créer et arriver. Que ce soit en termes démographiques ou économiques, l'installation de 1300 légionnaires et de leurs familles a été une opportunité inouïe pour cette commune qui a aussi dû renforcer ses structures d'accueil des familles. Une des meilleures marques de cet attachement à la commune ou à l'Aveyron en général, c'est que nos légionnaires s'installent et se marient avec des Aveyronnaises. J'ai surtout célébré des mariages du monde entier. On a été obligé à un moment donné de parler mandarin. Anglais, bon, c'était à peu près. Espagnol, on m'appelle Rodriguez, j'ai pas eu de problème. Donc, on a fait, je ne sais plus combien de mariages, c'est un nombre, c'est exponentiel. Au niveau administratif, ça a été quelque chose de phénoménal. Une demande administrative exponentielle à l'image de l'école primaire Jules Verne. Située à seulement 1 kilomètre des portes du régiment, elle est composée d'un tiers d'enfants de légionnaires. En 2 ans, 2 classes supplémentaires ont été créées pour les accueillir.
Une facilité pour ce sergent aux 22 ans de service, le plus souvent en manœuvre ou en opération. Vous attendez ici de chercher votre frère? C'est étonnant parce que même mes enfants que j'ai allés en retourne en Guyane, ils ne veulent pas, ils veulent rester ici. Et surtout pour les trois là, ils n'ont jamais vu la neige. Donc pour eux c'est une découverte. Donc non, ils sont très bien intégrés au sein de la population ici. Oh là là. Allez. Et le soutien en famille c'est très important. Parce que sans eux, donc je ne pense pas que j'allais durer encore longtemps dans l'armée. Mais tant que j'ai le soutien de mon épouse, ainsi mes enfants, donc oui, c'est important. La famille, c'est très important. Et toi, la bourgeoise? Nous, on a fait d'abord du calcul mental. On a parlé sur la laïcité. Puis, Une implantation réussie donc, à l'image du lien indéfectible qui unit nos territoires à son armée.